Et les meilleurs d'entre nous, ce sont des gens qui vont donner au collège ce qu'il y a de meilleur. Notre vision du monde repose sur la qualité de la relation humaine. C'est l'ADN du Collège Cuillère de France. On a un métier passion. Aujourd'hui, il faut qu'on soit plus unis encore ensemble. C'est se battre aussi contre l'imposture de ceux qui veulent nous faire gagner du temps. Le problème, il est de prendre le temps d'aller loin, longtemps. Quand on cherche quelque chose, eh ben, ils sont là, tous. C'est le principe d'indépendance que les chefs fondateurs ont décidé d'avoir depuis le début, de ne recevoir pas 1 euro de qui que ce soit. Aujourd'hui, vous êtes 2700. 2700, 1800 restaurants de qualité, 900 producteurs artisans de qualité. Grâce à vous tous, nous ne sommes comparables à aucune autre organisation. Nous sommes uniques et notre aventure ne fait que commencer. Merci. Rebonjour, Omnivore Nord, 3e journée, et la première table ronde de cette 3e journée, Rouler jeunesse. C'est le titre qu'on lui a donné parce qu'on l'a vu depuis 2 jours. Qu'est-ce que ça va être l'avenir de la restauration? Comment est-ce que les gens veulent travailler? La formation, on l'a évoqué hier avec Alexandre Gauthier, avec le maire du Touquet ici, c'est un élément essentiel. On entend beaucoup dire, il n'y a personne qui veut travailler, c'est changé, c'est plus pareil. Alors pour réfléchir à tout ça, on a réuni 3 mousquetaires, ils sont donc 4 pour discuter de cette question de la formation, de ce que les jeunes chefs attendent, de comment la profession se transforme, comment elle a besoin aussi de s'envisager autrement. Alors je vous demande d'accueillir tout là-bas au bout de l'autre côté de la table, Thomas Deligne de Bokobaya, s'il vous plaît, le restaurant gastronomique du Grand Hôtel au Touquet. Nicolas Gauthier et à côté de lui son apprenti, on dit ça comme ça, Louis Barbier, le restaurant Nature à Armentières. Et puis là, juste à côté de moi, Sarika sort. Sarika, on t'a connu à la table du Clarence, on t'a vu un petit peu passer à la télé aussi. Et puis en ce moment, tu es chez les résidents à Paris jusqu'à la fin du mois de juin. Je vous demande de l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Je le disais là en ouverture, la question de ce que c'est que l'avenir du métier, de comment est-ce que les jeunes vont aborder ça, elle est essentielle. Tous les 4, vous avez plein de choses à dire sur ça, je pense. Mais je veux bien qu'on commence avec toi, Nicolas, parce que l'histoire de la transmission, et c'est pour ça que tu es là, tu m'en voudras pas si je te dis que toi et moi, on n'est pas les 2 plus jeunes de cette table. Mais la transmission, c'est un élément important. D'abord parce que toi, tu es l'héritier d'une ligne de transmission. Et Louis, qui est à côté de toi, est la preuve qu'il y a cette continuité. Il y a une responsabilité, quand on est chef, de transmettre et de transmettre correctement le métier. Ouais, il y a une responsabilité. Tu sais, c'est drôle parce que je crois que c'est la première fois et c'est là que tu vois que ça commence à avancer dans l'âge et que ça évolue et que tu fais les choses normalement pas trop mal. C'est quand en fait tu es sur une table ronde et que dans les gradins, dans le tribune en face, tu as tes anciens stagiaires qui sont aujourd'hui devenus chefs. Et ça, je me dis que finalement on n'est pas si mal que ça. C'est qu'on a plutôt fait les choses correctement. Et je pense que ça fait presque plus plaisir que tout le reste, c'est ça. C'est d'avoir accompagné des stagiaires qui sont devenus des commis de cuisine, des chefs de partie, ou en cuisine comme en salle d'ailleurs, parce qu'on accompagne aussi en salle, et qu'aujourd'hui ils ont leur propre établissement, où ils sont chefs dans d'autres établissements, et qui sont épanouis, et pour qui ça se passe bien. Et je pense que c'est avant tout notre rôle de chef d'entreprise d'accompagner des jeunes comme ça, quoi. Louis, tu es en BTS ? C'est juste. Comment ça se passe, cette formation? Comment tu as décidé de te lancer dans ce métier, qui n'est pas un métier facile? C'est venu naturellement en fait, avec mes parents qui sont aussi du métier. Et donc après, j'ai commencé à aller les voir au travail et tout ça. Et donc vraiment naturellement. J'ai fait un bac techno. Et après, la suite logique, c'était le BTS en alternance, je préférais. Le fait d'avoir cette alternance et d'avoir ce rapport avec Nicolas, ça change des choses, ça apporte quoi? Ça change complètement. Je pense que j'ai la chance, on est dans une petite brigade et ça me permet de toucher énormément de produits et de me retrouver au chaud un soir. Je découvre énormément de techniques et ça peut passer de l'entrée au dessert, au sucré, vraiment à tout.
Et ouais, vraiment toucher le poisson, toucher la viande, apprendre tout ça, apprendre à faire des vrais jus. Et je trouve que c'est important de se former avant, dans les vrais jus, dans les vraies cuissons, lever un carré d'agneau, lever un carré de porc. Et après, passer à autre chose, à quelque chose de plus compliqué et un peu plus personnel. Thomas, Sarika, vous aussi, vous êtes passé par j'ai envie de dire, c'est presque un compagnonnage, enfin un apprentissage avec d'autres chefs. C'est une question que je pose à tous les deux, mais peut-être la table du Clarence, ça a été un moment qui a été important pour toi? Oui, la table de Clarence, ça a été quelque chose de très important parce que c'était la première fois que j'ai intégré une grande brigade. Donc là, on était pas moins de 15 en cuisine, en comptant la pâtisserie, la boulangerie, etc. J'ai eu la chance d'évoluer aux côtés de Thibaut Gamba, qui est un chef passionné, mais un chef passionné ne sait pas forcément bien transmettre. Et pour le coup, lui, il a su le faire parfaitement. Enfin, il a vu que j'en avais envie, que j'étais impliquée. Donc très vite, il m'a fait passer un peu comme Louis, du coup, chez Nicolas, enfin, chez le chef Nicolas. Chef Gauthier, il m'a fait passer un peu sur tous les postes. Et moi, c'était un peu particulier parce que c'était un bac pro en 1 an en accéléré. Donc tout est allé très vite et c'était une chance de dingue d'apprendre et d'évoluer dans une brigade aussi jeune et aussi dynamique, quoi. Tu as eu la même expérience, toi, dans ton apprentissage? Moi, j'ai eu un parcours un peu différent où j'ai vite eu des responsabilités. Donc c'est vrai que l'apprentissage, c'est plus moi le souvenir du lycée hôtelier et des stages en fait. Mais c'est vrai que la transmission, elle est super importante. En fait, c'est les premières personnes avec lesquelles on cuisine qui nous donnent l'envie de continuer, l'envie de progresser, l'envie d'apprendre. Et c'est vrai que quand on a des maîtres d'apprentissage ou des personnes en face de nous qui ne nous donnent pas l'envie, on sait très bien que ça n'ira pas plus loin. Donc c'est vrai que c'est important pour nous maintenant, tous autour de la table, de donner l'envie aux jeunes de continuer, de progresser dans le métier, parce que beaucoup de jeunes ont quand même des a priori sur le travail et sur les horaires et sur tout ce qu'on connaît de notre métier. On ne va pas le répéter aujourd'hui, mais c'est à nous aujourd'hui de transmettre tout ça et de leur donner l'envie d'aller plus loin. Comme le disait le jeune homme, c'est vrai que il a la chance de pouvoir toucher à tout, et c'est vrai que c'est une chance, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui viennent en stage chez nous qui nous disent moi j'ai passé 2 mois à éplucher des pommes de terre, des carottes, des oignons, et c'est vrai que heureusement il y en a de moins en moins d'établissements comme ça, et les jeunes, on essaie de leur faire de plus en plus de choses pour justement leur donner le goût et qui prennent la passion et que ça leur prenne au tripes, quoi. C'est le plus important, quoi, pour nous. C'est bien que tu évoques ça, parce qu'il y a une responsabilité du chef formateur, et c'est vrai que l'épluchage de carottes, on l'a vu, et c'est même pas l'apanage des petits restaurants. Quand on a entendu les histoires de Noma, où on sait qu'il y a des gens pas payés au grenier qui passent 2 mois à éplucher des petits haricots juste pour avoir écrit Noma sur leur CV, il y a une responsabilité. Toi, quand tu vas avoir un apprenti, toi aussi Nicolas, et allez, toi aussi, parce que ça va aussi arriver forcément un jour, il faut se responsabiliser en tant que chef, il faut assumer ça. Ouais, c'est super important, parce que c'est aussi notre réputation qui est en jeu, quoi. Moi, j'aime bien que les gens disent j'ai été chez tel chef, ça s'est bien passé, il m'a appris ça, j'ai retenu ça. Pour nous, c'est le plus important. Et tous les chefs que j'ai croisés ici, je pense, sont dans cette même optique de transmettre, parce qu'on a tous une cuisine qui est différente, on a tous une petite touche. Voilà, et le but, c'est que les jeunes s'imprègnent de notre cuisine et qu'après, ils puissent la retransmettre, comme disait Nicolas, dans les ouvertures de leur restaurant. Avec, je pense, une part de notre cuisine, parce que finalement on leur a appris des bases, et après qu'ils puissent le retranscrire à leurs clients en disant j'ai travaillé chez Nicolas, j'ai travaillé chez Sarika, j'ai travaillé chez Thomas, et j'ai appris ça, mais aujourd'hui je le fais de cette façon-là, quoi. Et nous, c'est ce qui nous fait le plus plaisir, quoi. Quand il y a un apprenti en BTS comme Louis chez toi, l'école est présente, il y a un contrôle, ils viennent vérifier que tu lui cries pas dessus, que tu lui jettes pas des casseroles à la figure. Non, il y a un contrôle. On les a une fois de temps en temps au téléphone. Nous, on a des infos aussi. Ils nous écrivent assez régulièrement pour savoir si tout se passe bien et si lui, tout se passe bien à l'école. Enfin voilà, on a quand même beaucoup d'informations et on est en contact assez lié, assez proche avec ses professeurs, encore plus avec les professeurs forcément de cuisine ou de service, où là on a une vraie relation avec eux. On l'a vu, il a fait le concours du meilleur apprenti de France, qu'il a gagné, on peut l'applaudir. Bravo, oui. Là, on était en relation directe avec son professeur de cuisine, parce qu'on a travaillé main dans la main pour l'accompagner, que ce soit lui quand il est à l'école ou
quand il est avec nous ici, vers ce championnat et cette finale, quoi. Donc ouais, c'est très important d'avoir une vraie relation avec les deux. Après, je voulais dire aussi que le fait que, quand il dit il touche à tout, Louis, tout ça et tout, c'est parce qu'il avait déjà aussi une envie et déjà des bases solides et tout. Il ne faut pas oublier que quand il commence un apprentissage, on a eu un exemple très concret là il y a quelques jours. Louis, tu n'es même pas là pour le voir, tu n'auras pas eu le temps de voir notre dernier stagiaire qui était assez exceptionnel, qui est arrivé et qui à 16 ans a déjà fait un stage d'1 mois dans une entreprise qui l'a mis tout de suite, en fait, au fourneau, tout de suite, au dressage, tout de suite à tout. Et en fait, le gamin, il est arrivé chez Nature avec une tête beaucoup plus grosse que la mienne finalement, et où il n'a pas compris pourquoi je suis commencé à lui faire éplucher des pommes de terre, éplucher des carottes. Et du coup, en fait, il a explosé en vol et il a décidé d'arrêter son stage. Donc j'ai eu une discussion avec sa maman, avec son professeur, où on m'a dit, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'arrête pas de lui dire qu'il est formidable, on n'arrête pas de lui dire qu'il est exceptionnel et tout. Et donc, du coup, il y croit vraiment. Et du coup, forcément, quand je lui demande d'éplucher une pomme de terre, il ne sait pas. Donc même un jeune stagiaire, même un jeune apprenti, quand il commence, bien le former, l'amener le plus loin possible, c'est déjà aussi lui faire comprendre que avant de faire des frites, il faut déjà éplucher la pomme de terre correctement, que ta friteuse soit propre. Donc apprendre à nettoyer ta friteuse, et seulement après tu commenceras à faire des frites. Pas faire l'inverse, quoi. Ils veulent déjà commencer à cuire les frites alors qu'ils ne savent pas éplucher une patate, ils ne savent pas tailler une frite et ils ne savent pas nettoyer la friteuse. Donc ça, c'est aussi les accompagner correctement. Et c'est notre rôle de leur expliquer ça. Il ne faut pas juste dire allez, cuis des frites, il fait mal les frites, et là on l'engueule parce qu'en fait il a mal cuit les frites ou machin, ou peu importe. Oui, mais enfin, est-ce qu'on lui a montré comment on épluche une pomme de terre correctement? Est-ce qu'on lui a expliqué pourquoi déjà il fallait apprendre à nettoyer la friteuse avant même de commencer à faire des frites? Donc on est très dans la pédagogie, entre guillemets, et on parle beaucoup, on explique beaucoup les choses, et ça c'est super important. C'est même la base, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas juste de l'accompagnement culinaire, c'est de l'accompagnement dans tout ce qui va aller autour et avec. Tu confirmes, Louis, enfin évidemment, chef est à côté, mais tu confirmes que c'est bien de construire des bases solides. On va pas rester à éplucher des patates, mais bon, de démarrer avec les fondamentaux. Bah oui, bien sûr, démarrer petit à petit, démarrer aux abeilles, aux amuse-bouches, pour déjà comprendre l'envoi. Et après... Avant, tu nettoies les poubelles. Ah ouais, je nettoie les poubelles, c'est vrai. Nettoyer les poubelles, du coup, et commencer petit à petit avec de plus en plus de responsabilités, mais il faut apprendre déjà à gérer petit pour pouvoir gérer plus gros par la suite. Si on s'emmêle les pinceaux avec 2-3 envois, comment après on veut pouvoir gérer un envoi complet tout le long du service ou même sur autre chose? Tu parlais, Thomas, d'un sujet qu'on va aborder plusieurs fois là, ici et qu'on a abordé les jours précédents, la difficulté qu'il y a dans ce métier aussi parfois. Hier, Alexandre Gauthier, ici, quand on parlait de ça, on va aussi sans doute revenir sur ce point-là, on trouve personne. Il disait, oui, c'est vrai, il faut adapter les conditions de travail. Mais il faut aussi accepter que oui, on travaille le soir, oui, on travaille le week-end. Je rebondis sur ce que tu disais, mais j'ai envie d'abord de te poser la question à toi, Sarika. Est-ce qu'il y a besoin aussi d'inventer d'autres formes de restaurants, d'autres façons de travailler? Est-ce que c'est aussi un désir des chefs, et un désir qui peut être le tien de ne pas forcément partir dans le modèle habituel, pas forcément les mêmes jours d'ouverture? Comment tu sens ça? Et après, je te poserai la même question, Thomas. C'est drôle parce que c'est un truc sur lequel je bosse actuellement, parce que à terme j'aimerais beaucoup ouvrir un établissement qui me ressemble un peu plus. En fait, moi de base je viens pas du tout du milieu de la restauration. Il y a encore 4 ans j'étais chef de produit chez Leroy Merlin, enfin rien à voir du tout avec la restauration. Du coup j'ai tout quitté pour me réorienter, j'ai fait un CAP cuisine en apprentissage. J'ai été une apprentie un peu particulière parce que j'avais 26 ans et je mangeais dans de très bonnes tables, j'étais très curieuse, donc je pense que pour mes premiers établissements, ça a été très dur de me gérer parce que voilà, j'étais pas l'apprenti prépubère de 17 ans qui savait pas trop quoi faire de sa vie. Si j'étais là, c'était vraiment pour les bonnes raisons. Et effectivement, je me suis rendu compte que le milieu de la cuisine, c'est très dur. C'est très dur parce que voilà, les horaires sont difficiles, les conditions de travail sont difficiles. Mais au-delà de ça, quand on se lance dedans et quand on est passionné, moi, je n'ai pas forcément vu le temps passer, je comptais pas mes heures parce que c'est pour moi un métier de passion. Quand on a 17 ans et qu'on connaît pas trop, qu'on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire et qu'on arrive là-dedans, ça peut être très dur parce que c'est un milieu un peu rustre, je pense. Après, je ne généralise pas, faut pas généraliser, tous les établissements ne sont pas comme ça et ça évolue de plus en plus et j'en suis très contente.
Mais c'est vrai qu'on a vu des améliorations dans tous les domaines pro d'activité depuis ces dernières années. Et le milieu de la restauration, en fait, il a un peu de retard là-dessus parce qu'on a cette image... on associe en fait la restauration à un côté hyper militaire. On parle de brigade de cuisine, on parle de service, on parle de... Et on a eu tendance, je pense, à normaliser en fait ces mauvaises conditions de travail qui ne devraient pas plus exister aujourd'hui, je pense. Et effectivement, faire du 39 heures, faire du 45 heures, faire du 50 heures semaine, on peut le faire, mais je ne suis pas sûre qu'à terme, ce soit viable. Je ne suis pas sûre qu'à terme, ça donne envie à beaucoup de personnes de travailler dans ces milieux. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on galère un peu à recruter du personnel. Au-delà de ça, on a la chance, enfin, je dis pas ça parce que j'en ai fait une, mais que la restauration, le métier de chef, le métier de cuisinier en ce moment, soit sur une petite pente ascendante grâce à certains programmes télé qui justement donnent envie à des jeunes de se lancer dedans. Après, c'est pas forcément la vraie vie non plus. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ces prochaines années. Thomas, toi, tu as un restaurant gastronomique dans un hôtel. Un grand hôtel, ça veut dire il faut répondre à une demande de clientèle. Ce que dit Sarika, comment est-ce que tu gères l'humain, les troupes, l'équipe, et puis la nécessité d'avoir même du petit déjeuner. Enfin, je veux dire, tu fais pas des petits déjeuners, mais cette attente du public, il y a un fossé entre le besoin de travailler moins et puis ce qu'il faut envoyer. Bah après, moi je dis toujours que ça dépend aussi du personnel qu'on a, mais c'est vrai que moi je prends l'exemple de ma brigade, on est 13 personnes, donc on a des petits déjeuners, on a un bistrot, on a un restaurant gastronomique, mais en fait moi je m'adapte beaucoup et je pense que tout le monde devrait être comme ça. C'est vrai que s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Moi j'ai des personnes qui ont 56 ans dans mon équipe et qui peuvent être là 7 jours sur 7 en fait, parce que ils ont une passion et en fait ils ont été habitués comme ça, et en fait même pendant leur jour de repos des fois ils viennent pour... Et moi, je ne peux pas les empêcher de le faire. En fait, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont motivés. Et après, j'ai des jeunes qui arrivent et qui, eux, ils arrivent à 10h, 14h, 18h. Et moi, en fait, le plus important, je pense, c'est de s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, s'adapter aux jeunes qu'on a en face de nous aussi, parce qu'on a des jeunes qui viennent en stage, qui sont peut-être plus fragiles que d'autres, donc s'adapter aussi à ce qu'on va leur faire, aux techniques qu'on va leur montrer. Je parlais de pommes de terre tout à l'heure, c'est vrai que il faut qu'ils commencent par ça, les jeunes, et qui voient le travail du début, quoi, de préparation d'un poisson, d'un légume. C'est très important. Mais je pense que le plus important, c'est de vraiment s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous et qu'elles puissent s'intégrer à la brigade. Que ce soit une brigade de 3, de 10, de 20 personnes. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une équipe forte comme une équipe de football. Voilà, il y a des joueurs qui sont peut-être moins bons, des joueurs qui ont peut-être des talents que d'autres n'ont pas, mais pour moi, le plus important, c'est de s'adapter et de construire une équipe la plus complète possible, quoi. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est pas... Moi, je suis capable de faire 20 heures par jour, d'autres ne sont pas. Enfin, mais après, mentalement, il faut rester... que tout le monde, mentalement, soit à un équilibre, quoi. C'est le plus important, quoi. Respecter le côté humain. Louis, toi, comment tu vois ça? Bon, tu viens d'une famille qui est dans la restauration, donc tu connais, tu as vu tes parents travailler dans ces horaires et avec ce type de vie. Mais comment toi, c'est quoi ton aspiration? Tu te vois comment dans les années qui viennent par rapport à ça, à ces horaires, la difficulté du métier? C'est sûr qu'il y a des trucs à changer dans certaines brigades, mais après je pense que c'est limite une nécessité de notre métier un peu de... Voilà, je suis très à l'ancienne sur ça, mais même en étant jeune, dû justement à mon éducation où j'ai vu mes parents travailler tout le temps et ça a été comme ça. Et je pense que ça reste quand même une nécessité de notre métier de on doit travailler quand les gens ne travaillent pas et quand les gens se font plaisir. Donc ça oblige à un certain moment de faire certaines concessions sur nos emplois du temps et donc de travailler sur des horaires qui sont décalés par rapport aux autres personnes. On voit beaucoup de restaurants qui décident d'ouvrir des fois même pas le week-end ou seulement 4 jours. C'est viable comme modèle économique? Comment tu fais? Je vois à ton sourire et je sais ce que tu vas me répondre, mais c'est pour ça que je te pose la question. Comment on s'en sort? C'est viable, ça dépend de ton emprunt bancaire, de ce que tu as remboursé à la banque, quoi, j'ai envie de te dire. Maintenant, c'est pas... Je crois pas que...
c'est pas la meilleure des solutions de dire je vais faire moins pour leur filer plus de repos et ainsi de suite. Alors je suis un peu mal placé aussi parce que j'ai les deux écoles, j'ai la vieille école aussi, comme avec les parents à lui, mes parents, où les horaires c'est pas un problème, travailler les week-ends c'est pas un problème, ça a toujours été et tout ça. Mais en même temps, effectivement, je pense comme Thomas, il faut plus adapter aux équipes qu'on a et aux gens qu'on a autour de nous. Ça, je suis entièrement d'accord. Il faut prendre soin des gens qui sont autour de nous. Aujourd'hui, je pense que, tu vois, par exemple, on n'a plus les repas d'affaires qu'on avait avant. Avant, le mardi midi, mercredi midi, jeudi midi, tu refusais du monde, tu avais des repas d'affaires en permanence et tout. Donc en fait, quand il a fallu prendre la décision de dire c'est bon, travailler dimanche, ras-le-bol, moi aussi je veux voir téléfoot, et ben on ferme le dimanche. Et puis on ne s'est pas posé la question. Et puis est arrivé le Covid, et puis après le Covid, ben, plus de repas d'affaires. Mardi, mercredi, on se tourne tous un peu les pouces, hein, je pense que c'est un peu général. Bon, c'est général pour en discuter avec beaucoup de chefs. Et là, tu te dis, ben, écoute, ok, est-ce que je ferais pas mieux de fermer dimanche, ou lundi, mardi, mercredi, de leur filer 3 jours, peut-être même jeudi midi, allez, 3 jours et demi, soyons fous. Et à l'inverse, par contre, j'en parlais avec l'équipe, je leur dis de venir le dimanche à la place. On travaille plus que vendredi, samedi, dimanche, entre guillemets, ou jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche. Et là, je fais le plein. Par contre, là, on va cartonner, on va faire le plein, on va refuser du monde le dimanche, on le sait très bien. Mais à la place, vous avez 3 jours. C'est plutôt comme ça, en fait. Tout le monde pense que, je ne parle pas à sa place, mais d'autres chefs de la région, plutôt connus, tout ça et tout, ils nous font officiellement dire que c'est pour le bien-être de leur équipe. Oui, je suis assez d'accord. C'est aussi surtout un business plan où on a dû s'adapter aussi à notre clientèle, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a un moment ou un autre, tu peux être le plus gentil possible avec ton équipe et le côté bisounours, tout ça et tout, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le côté chef d'entreprise derrière. Et tu peux être le plus bisounours possible avec ton équipe, si à un moment ou un autre, on n'est pas au boulot, comme il dit Louis, le jour où il y a du travail, bah, ton équipe, elle sera au chômage après. Donc, en fait, tu n'auras plus d'équipe. Il n'y aura plus de problème, toi, avec ton équipe ou du personnel. Et eux, ils n'auront plus de problème avec leur patron et les horaires qu'ils font parce qu'ils n'auront plus de boulot. Donc, il faut concilier un peu les deux. Il faut trouver un peu le juste milieu de tout ça. Et nous, à titre d'exemple, on est fermé dimanche, lundi. Ben, il y a 15 jours, quand c'est la fête des mères, on se dit, allez, comme le mardi, le mercredi, c'est un peu calme. Dimanche midi, c'est la fête des mères. On sait qu'on va, si on ouvre, on va refuser du monde. On a posé la question à l'équipe. On a dit, OK, dimanche midi pour la fête des mères, on ouvre. Par contre, le mardi suivant, on sera fermé toute la journée. Vous allez travailler une demi-journée. On vous filera une journée complète, le machin. C'est bon pour mon entreprise, pour nous, et c'est bon pour vous parce qu'en plus, pour une fois, vous allez avoir le mardi, en plus, une journée complète. C'est le deal. Voilà. Et on a trouvé des accords comme ça et on fait ça au fur et à mesure de l'année. On adapte au fur et à mesure. Moi, ils savent, il y a des règles. C'est s'ils me le demandent au minimum 30 jours avant, ils peuvent me demander n'importe quoi, ils l'ont. C'est-à-dire que s'ils me demandent une soirée pour un anniversaire ou pour un mariage ou pour une... J'en sais rien, peu importe, en fait, je m'en fous de savoir ce qu'ils ont. C'est leur vie perso, donc ils prennent ce qu'ils veulent. Mais si je le sais un mois et demi, un mois avant, sauf pour X ou Y raison très grave, j'ai envie de dire, il n'y a aucun souci, je ne le refuserai jamais. Voilà. Et c'est le deal. Par contre, à l'inverse, ils savent aussi qu'un dimanche, une fois, 2 fois dans l'année, ou peut-être un soir, 1 fois ou 2 fois dans l'année, on va leur dire restez un peu plus tard parce qu'on a un groupe spécifique qui est là ce soir et on va avoir besoin de vous ou de commencer 1 heure plus tôt. Ils le savent, voilà, c'est donnant-donnant, on fait attention à eux, ils font attention à leur entreprise et à nous. On le comprend et Thomas tu le disais aussi, c'est un échange, c'est une conversation, il n'y a rien qui doit être fixé complètement. On parle des clients, il faut réagir à leur venue ou leur non-venue. Il faut peut-être aussi un peu les éduquer, ils sont aussi la clé des conditions de travail. Les gens qui restaient jusqu'à 16h, les gens qui s'en vont pas, les gens qui n'arrivent pas à l'heure, enfin tout ça, ça crée aussi des conditions de travail difficiles. Ça passe par là? Ouais, toi, mais tout le monde, parce que je pense que vous avez tous quelque chose à dire sur le rapport avec les clients, non? Mais... On a emboîté assez rapidement le pas avec, entre autres, Eric Guérin, qui est un copain à la Mare aux Oiseaux, qui a lancé ça. Et en fait, nous, avec ma femme, on s'est dit tout de suite, mais on aurait dû y penser avant, on le fait, on emboîte. C'est-à-dire que nous, c'est bien indiqué sur le carte, sur le site internet et tout, qu'à partir de 16h, notre établissement est fermé. Et qu'à partir de minuit, l'établissement est fermé. On a beau être nettoyé et tout, il y a un moment, on a une vie de famille à côté. Nos employés et nos salariés ont une vie de famille. Ils ont le droit à une coupure l'après-midi. Et le soir, ils ont aussi le droit de ne pas poireauter de minuit à 3h du matin devant le comptoir et à attendre que le client veuille bien boire son café. Donc, on a mis ça en place dès le départ. Et en fait, ça fonctionne super bien. Alors t'en as qui vont jusqu'à 16h01, quoi, mais c'est pas grave. Enfin voilà, on n'est pas à 1 ou 2 minutes près, c'est pas le problème. C'est surtout, voilà, il reste moins. Ils ont compris que notre équipe avait besoin aussi de se reposer et nous aussi, et ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est le genre de choses qu'on a fait plus pour l'équipe que pour nous au départ, parce que nous on habite au-dessus, donc c'était pas un problème, on pouvait rester l'après-midi. Mais en même temps, on se disait que c'était bien de le faire et de mettre les choses au carré dès le départ, quoi. Comment ça se passe dans un hôtel? C'est compliqué.
Le client et les gens ont encore du mal à respecter, sans parler des horaires de fermeture, parce que nous, c'est vrai qu'on a un peu, avec les petits déjeuners, les repas du midi, les repas du soir, mais les clients ont du mal à respecter les horaires. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc qui revient fréquemment. Nous, on utilise un logiciel de réservation avec des horaires de réservation. On prend des empreintes bancaires sur la partie gastronomique parce qu'on a eu beaucoup de soirées où, je prends l'exemple du samedi soir, où on est en général complet, où on refuse des tables et en fait des gens viennent pas. Donc c'est vrai qu'on a dû aussi nous s'adapter. Donc les gens ont encore du mal avec l'empreinte bancaire. C'est vrai que des fois, nous on a des clients qui nous disent bah non, je réserve pas si je dois donner une empreinte bancaire, alors que ça, il n'y a pas de prélèvement, c'est juste une empreinte. Vous venez pas, on vous prélève, je sais plus, une trentaine d'euros par personne. Et moi j'ai encore un peu de mal avec ces gens-là qui arrivent en retard, qui tous les dimanches midi, tous les samedis midi, les tables qui arrivent à 13h45, 2h moins 10. Les gens comprennent pas qu'en fait, nous, sur nos plannings, on est censé terminer à 14h30 et qu'en fait, quand vous arrivez à 14h moins 10, 2h moins 10, c'est compliqué, quoi. Donc même des fois, en acceptant les gens, en leur disant ce sera juste un plat, désolé madame, monsieur, les gens comprennent pas. Mais moi, j'ai toujours cette phrase en tête qui est peut-être un peu bateau, mais quand vous arrivez à l'aéroport, vous arrivez même des fois 5 minutes avant votre heure, l'avion il est parti, c'est trop tard, quoi. Donc des fois, j'ai envie de dire, moi je suis l'avion, je suis parti et au revoir madame, monsieur. Bon, on reste humain et on reste un métier de service, malheureusement. Donc on accepte parfois beaucoup trop de choses. Moi, je suis pas encore chef propriétaire, donc je fais pas non plus ce que je veux. Mais c'est vrai que je pense que après l'établissement, il est aussi le reflet de ce qu'est le chef. Donc c'est-à-dire que moi, je me permettrai jamais d'arriver en retard chez Nicolas si je vais à Nature. Ou alors sinon je préviens, quoi. Excusez-moi, j'ai 10 minutes de retard. Aujourd'hui je suis arrivé en retard, j'ai prévenu la dame qui organise le truc, dire je suis désolé, je suis bloqué, je suis en retard. C'est un minimum. Mais on n'a pas vu que tu étais en retard. Non, personne ne l'a vu, mais c'est vrai que c'est dommage, c'est que le client ne se met pas à notre place parfois et juste un coup de téléphone, dire excusez-nous, on est en retard, on n'a même pas besoin de savoir la raison, mais c'est vrai que ça reste humain. Puis c'est important, moi j'ai pris parti maintenant avec Cécile, on leur dit aux clients, vous savez, c'est même pas pour nous, on habite sur place, mais c'est pour nos équipes, quoi. Encore une fois, c'est une façon de prendre soin de notre équipe en leur disant, on a une table, nous, samedi midi, ils réservent pour 8 et ils arrivent à 6, puis bonjour, hop, ils rentrent, ils vont s'asseoir, ils se posent. Excusez-moi, non, et les deux autres, ils arrivent bientôt. Ah non, ils viennent pas. Ah ouais. Non mais j'ai 25 ouverts, il y a un moment ou un autre, déjà financièrement, ça... Hein. Et puis c'est pas ça, c'est que derrière, moi les gars, ils ont fait les pièces apéritifs, lui il a fait les pièces apéritifs, il en a fait pour 6, il en a pas fait pour 4, quoi. Et il a bossé pour tout ça, et ça fait chier pour lui, quoi, d'avoir bossé. Et nous on le voit, l'équipe de salle, Tiffany, Jamel, ils avaient les boules, parce qu'ils ont préparé une salle pour une table de 6 et qu'ils se retrouvent avec une table de 4 et ils avaient les boules, ils ont dit merde, putain, on a bossé ce matin pour ça, et puis voilà. Et c'est notre rôle du coup de chef de clinique, de chef d'entreprise, d'aller prendre leur parole parce qu'ils savent qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils sont bien trop polis pour ça, et nous d'aller éduquer un peu aussi le client en lui disant écoutez, prochaine fois, enfin voilà, même si vous le prenez mal, tant pis, mais je sais que la prochaine fois, si je vous le dis pas, vous allez recommencer, que si je vous informe que, sachez que c'est pas, enfin voilà, 2 couverts de plus, 2 couverts de moins, pour nous, comme une petite structure, ça fait une grosse différence pour toute l'équipe. Donc si vous pouvez prévenir, n'hésitez pas. Si demain vous réservez chez Camille, chez Alex, ou peu importe où, prévenez quand vous êtes 1 de moins, 2 de moins et tout. C'est pas que pour le patron, c'est aussi pour l'équipe qui a fait le boulot derrière. L'empathie que peuvent avoir les clients vis-à-vis des chefs et la compréhension du travail. Tu parlais évidemment de ce que ça apporte, Top Chef, et la popularité qu'il y a pour les chefs, cette visibilité, mais ça amène aussi peut-être parfois un jugement très hâtif et très parfois même superficiel du public sur le travail des cuisiniers. Tu as pas parfois ce sentiment que les gens maintenant pensent, à la fois les chefs sont très visibles, mais en même temps tout le monde a de plus en plus un avis et de plus en plus se sent en mesure de juger un travail qu'on ne comprend pas forcément quand on n'est pas du métier. La difficulté qu'il y a à faire la cuisine. Je pense qu'effectivement, de par ces émissions, tout le monde se prend un peu aujourd'hui pour des critiques gastronomiques. Et ça, bien avant de faire Top Chef, je l'entendais déjà au Clarence et dans les établissements que j'ai pu faire auparavant. Et c'est vrai que tout le monde aime bien donner son avis sur tout. Ah bah c'est régressif. Ah bah ça a le goût de ma grand-mère. Enfin, ça a le goût de ma grand-mère, c'est pas ce que je voulais dire, mais... et c'est très drôle. Après, tu vois, là, ça fait du coup 1 mois et demi que je suis chef sur Paris et que je rencontre du coup des gens qui m'ont vu ou pas à la télé.
Et je suis agréablement surprise parce que déjà les gens qui viennent ont envie de goûter ma cuisine, donc ça c'est plutôt chouette. Et ils sont plutôt hyper bienveillants. Par exemple, sur ma première carte, la seule viande que j'ai proposée, c'était de la langue de veau. Donc si vous voulez manger de la viande, c'était de la langue de veau. Mon premier dessert, c'était un dessert au céleri branche. Donc s'ils avaient envie d'une touche sucrée, c'était du céleri branche. Et bizarrement, en fait, ils sont critiques gastronomiques, mais tu sens qu'ils viennent pour vraiment vivre une expérience et tenter le truc. Donc ils tentent le truc et la plupart du temps, ça match et ça marche. Donc je suis plutôt contente là-dessus. Évidemment, les résidents, on n'en a pas parlé, mais c'est un concept un petit peu particulier. C'est un restaurant qui change de chef. Il y a eu avant toi quelques super chefs. Le casting est assez incroyable. Mais c'est très différent. Il y a évidemment, les gens ont un désir différent du restaurant et ils y viennent avec un peu plus de bienveillance peut-être qu'ils ne viennent parfois le samedi midi chez Nature. Cette expérience-là, elle était importante pour toi. C'est avec le Clarence, avec Top Chef, avec ça. Tout ça, c'est les marchepieds c'est la construction vers l'ambition de quelque chose. C'était clairement la continuité logique en fait de mon parcours qui a été très accéléré. Et là encore, il est encore très accéléré. Et le truc, c'est que voilà, il y a 2 ans, j'étais une apprentie. J'étais une apprentie en CAP. Il y a 1 an, j'étais une apprentie en bac pro. J'ai fait un CAP en 1 an, un bac pro en 1 an, c'est déjà très accéléré. Et Top Chef, Objectif Top Chef a encore plus accéléré les choses. Et je me souviens encore des mots de mon sous-chef Alex ou de Thibaut Gamba. Le but, c'est de ne pas me brûler les ailes. Donc je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je sais que le métier de cuisinier, de toute façon, c'est un apprentissage constant et interminable. Donc je sais que même dans 20 ans, je continuerai à apprendre des choses. La cuisine va encore évoluer, etc. Mais là, du coup, j'avais envie de voir si déjà j'étais capable d'endosser le rôle de chef, parce que ça reste un grand pas entre passer de chef de partie en apprenti à chef tout court, ça n'a rien à voir. Donc là, je me confronte aux vraies réalités de ce rôle-là, le management, manager une brigade, passer des commandes, gérer les fournisseurs, faire des listes de mise en place. Avant, je faisais ça juste sur un poste, maintenant je fais ça sur toute une carte. Me confronter justement aux difficultés de la vie de tous les jours. Enfin, moi aussi, du coup, en ce moment, j'habite juste au-dessus du resto et je me lève à 6h, à 7h, je suis en mise en place. Le service se finit à 1h et à 2h, je suis encore en train de faire mes commandes parce que j'apprends. Donc, c'est quelque chose de très dur, mais je sais que j'apprends énormément de choses et tant que ça reste de la passion, je le fais, quoi. Tu fais un peu plus que 39 heures du coup. Peut-être. Mais Louis, je te pose un peu la même question, même si tu es quelques étapes avant Sareka, mais est-ce que dans ta tête, il y a déjà l'idée de comment tu veux construire ta carrière et par où tu veux passer ? On l'a tous un peu, je pense. Après, on a tous, je pense, le même objectif final d'être propriétaire arrivé à un moment de notre carrière. Mais après, là, pour l'instant, il me reste encore 1 an à faire un Nature. Et après, je verrai aussi les portes qui s'ouvrent à moi au moment où je devrais trouver quelque chose. Mais après, c'est sûr qu'aller voir peut-être au-dessus, voir un peu ce qui se passe dans les 3 macarons Michelin, voir un peu ce que c'est, des grosses brigades, voilà. Aussi voir ça et voir si ça me plaît ou pas, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait encore. Et je pense que c'est complètement différent de Nature où on n'est que 3 en cuisine, 4 pardon, où on est 4 en cuisine. Et dans une brigade, arriver dans une brigade à 20, 30 personnes où je pense que le travail est différent et la mentalité est différente aussi. Enfin, là, comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir une relation assez proche avec nos gérants, donc le chef et sa femme. Donc on est assez proches et voilà, il y a de l'échange, on peut discuter même avec les autres employés et tout. Alors que dans des cuisines comme ça, je pense que c'est complètement différent. C'est aussi dans les cuisines comme ça que ça doit changer, parce que là, oui, il y a une relation humaine très très proche. Quand on gère une brigade plus grande, même si vous n'êtes pas encore 20, on l'a vu, tu arrives à garder ça, mais on sait que pendant très longtemps, les très grosses brigades, ça n'a pas toujours été bisounours pour le coup. C'est vrai que moi, juste avant, je travaillais dans un restaurant, on était 3 en cuisine, là on est 14. C'est vrai que l'ambiance, forcément, elle change. Il y a beaucoup moins de proximité. Et ce que je peux comprendre de ce qu'il dit, c'est que l'ambiance familiale, on ne va pas forcément la retrouver dans des grosses brigades. C'est compliqué quand vous gérez 20, 30, 40 personnes.
Enfin, c'est comme si vous aviez 40 enfants, quoi. C'est inimaginable. Déjà, quand on en a 2, c'est compliqué. Donc forcément, l'ambiance n'est pas du tout la même. Donc c'est vrai que les jeunes sont très attirés par les trucs, j'entends 3 étoiles Michelin, les grosses brigades, tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui m'attire parce que je sais comment ça se passe et je sais comment ça peut être compliqué pour les jeunes de s'intégrer dans ces brigades-là. J'ai un jeune qui était chez moi il y a 2 mois qui est parti sur Paris dans des étoiles et Michelin et qui dit la seule chose que je regrette, c'est le côté familial. Mais oui, c'est logique en fait. Vous arrivez dans des brigades où c'est impersonnel. Enfin, les gens sont. Enfin, je vais peut-être employer un terme qui est un peu grossier, mais les gens se bouffent la gueule pour prendre la place de l'autre. Et nous, c'est pas ce qu'on crée. C'est-à-dire qu'on s'entraide, on est une famille, on est là pour avancer tous dans le même sens, faire plaisir aux clients. C'est le but principal. Et ouais, c'est le côté familial. On le retrouve, je pense, chez Nicolas, chez des chefs qui ont déjà cette mentalité de famille. Et moi, je dis toujours aux jeunes, méfiez-vous des grands chefs, des grands noms, même si pour moi, il n'y a pas de grands noms, mais se méfier de cet attrait que les jeunes ont pour ces établissements-là, parce que parfois, on peut être déçu et ça peut dégoûter aussi certaines personnes, quoi. Il vaut parfois mieux rester dans les Hauts-de-France avec un chef c'est sûr que dans les Hauts-de-France, plutôt que d'aller se perdre dans les palaces parisiens. Bourvil, il disait il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Et je pense que pour les chefs, c'est la même chose. Voilà. T'en as, ils ont un peu trop la tête dans les étoiles et les pieds touchent plus par terre. Et le problème, c'est que c'est les équipes qui en pâtissent. Donc, je donne toujours cet exemple-là, mais j'ai eu la chance de travailler dans les 3 étoiles, des 2 étoiles, des 1 étoile, des toutes petites maisons. Mes parents qui avaient une toute petite maison. J'ai vu vraiment, pour le coup, moi, toutes les différences qu'il pouvait y avoir, tout ça et tout. Et on a essayé de construire l'intermédiaire de tout ça quand j'étais le chef de la laiterie, peut-être même avant, quand j'étais au château d'Esclimont, où là, j'avais une très grosse brigade. Parce qu'on parlait de la transmission, de l'échange avec les stagiaires, les apprentis et tout. Et aujourd'hui, j'entends effectivement plein de chefs qui me disent « j'arrive pas à recruter, j'arrive pas à recruter, j'arrive pas à recruter ». Souvent, les très grandes maisons, en plus, encore plus que les toutes petites maisons, n'arrivent pas à recruter. Mais forcément, ça fait 20 ans qu'ils bousillent les stagiaires et qu'ils bousillent les apprentis. Il faut que les gamins, même s'ils s'accrochent et qu'ils tiennent, à la fin de leur stage ou à la fin de l'apprentissage, quand tu leur dis « tiens, j'ai un poste pour toi », rien du tout, je vais pas chez toi, moi, tu m'as pourri mon stage, tu m'as pourri mon apprentissage, maintenant j'essaye de trouver une maison où, tu vois, j'essaye d'apprendre correctement, tout ça et tout. Nous, on a toujours pris soin, depuis que j'étais au château d'Esclimont, encore plus à la laiterie. Bon, il y en a un, il peut le dire, je sais pas, j'ai pas été trop con à la laiterie avec toi, non ? Non, puisque quand on a ouvert Nature, ça a été le premier à revenir chez Nature, la preuve, comme salarié. Et on en a plein comme ça, on a des stagiaires et tout, où on a pris soin d'eux pendant leur apprentissage, pendant leur stage, où on a été formateurs, comme on disait, où voilà, on leur a essayé de montrer le bon côté des choses. S'il fallait gueuler, mais on a essayé d'expliquer les choses. Et aujourd'hui, nous, on a un peu les lauriers de ça, c'est-à-dire que quand on cherche quelqu'un en salle ou en cuisine, j'ai tout de suite en fait un ancien stagiaire qui m'appelle « Chef, ouais, je suis sur le marché, je cherche du boulot, j'ai trop envie de travailler avec vous, machin et tout ». Et ça, en fait, c'est notre récompense à nous et c'est un peu le désarroi des autres en ce moment qui gueulent, qui me disent « Ouais, putain, non, on trouve pas de perso, on trouve pas de perso. » Ouais, mais quand tu as des stagiaires, il y a 15 ans ou il y a 10 ans, tu avais des stagiaires et tout, et des apprentis, si tu n'en prends pas soin et que tu passes ton temps à leur gueuler dessus, à les prendre pour de la merde, viens pas pleurer à un moment ou à un autre quand ils sont sur le marché du travail, qu'ils n'ont pas envie de bosser pour toi, quoi. C'est déjà là que ça commence. C'est tout. Ça a évolué, on est d'accord que heureusement. Les choses ont Heureusement, changé. Je voudrais revenir, puisqu'on parlait des étapes prochaines, tu n'es pas chef propriétaire, Thomas, mais c'est aussi ton ambition un jour d'avoir ton propre restaurant. Qu'est-ce qui est difficile dans ça ? Le nerf de la guerre, c'est l'argent, les financements, arriver à monter le projet. C'est ça qui bloque le plus souvent. Je te pose la question, mais je pense que vous avez tous quelque chose à dire là-dessus. Oui, c'est sûr que le plus important, on va dire, c'est l'argent pour monter un projet, quoi. Mais moi, j'ai voulu faire ma propre expérience dans différents établissements, des hôtels, des restaurants, des petits restaurants, des grands restaurants. Enfin, des grands restaurants, des grandes capacités de couverts. Et oui, c'est sûr que pour moi, c'est un rêve de gamin d'ouvrir mon propre restaurant, avec ma femme, mes enfants. C'est vrai qu'on a aussi, je pense, tous cette ambition d'ouvrir quelque chose et je pense que Nicolas l'a fait parce que ça le rapproche aussi de sa famille. Quand on est chef et que vous avez votre femme et vos enfants qui vous attendent à la maison tous les jours, 5 voire 6 jours par semaine, c'est compliqué. Donc on a tous cette ambition et moi c'est un rêve personnel et puis pour ma famille, quoi. Donc
Après, que ce soit sur un grand restaurant, un petit restaurant, c'est pas le plus important. Ouais, c'est de monter un projet qui me correspond et qui correspond aussi aux gens qui m'entourent, quoi. Et ici? Non, pas forcément ici, mais oui, dans la région. Dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, okay. Oui, non, je partirai pas. Parce que c'est aussi un point qu'on soulignait, c'est que cette ouverture, ce coup de projecteur qu'il y a sur les Hauts-de-France, le label qu'il y a eu, l'émulation qu'il y a depuis quelques années ici dans toute la région, ça fait que ça devient encore plus possible d'ouvrir ici, que ça devient envisageable. Toi, Sarika, si tu ouvrais, ça serait où? Dans les Hauts-de-France. Ben voilà. Peut-être qu'il y a 10 ans, tu n'aurais pas répondu ça. Peut-être que ça... Non, Nicolas, enfin... Je pense que... Enfin, ouais, moi, je pareil, je me suis toujours dit à un moment à un autre, quoi qu'il arrive, après avoir voyagé, je reviendrai à la maison, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'on fait. Est-ce que c'est plus facile maintenant qu'avant? Peut-être pas, justement, en fait, parce qu'on est peut-être plus nombreux sur le marché, du coup, il y a de plus en plus de chefs, tout ça et tout. Donc, en fait, il va falloir se démarquer un peu plus, mais en même temps, le monde attire le monde. Le fait qu'il y ait de la concurrence, j'aime pas ce mot-là, mais qu'il y ait d'autres chefs qui soient dynamiques, bah, ça permet toi de te rebooster un peu, de te remettre en question et de dire allez, on y va, on remet quelque chose, on retape dedans, on se remet en question aussi et tout. Donc, la dynamique est bonne, en tout cas, et c'est ce qu'il faut garder, et cette dynamique-là. Après, s'installer à son compte, c'est les financements, c'est très compliqué en ce moment de financer des établissements. Les banques sont un peu sur les deux pieds sur le frein pour prêter. On est en plein dedans, donc on sait très bien de quoi on parle pour le nouvel établissement. C'est très compliqué voilà, même si la région nous épaule beaucoup. C'est pas, il faut avoir des bagages solides et des reins très solides pour aujourd'hui lancer son propre établissement, ou pour des jeunes reprendre son établissement. Un établissement, c'est encore plus compliqué. Vraiment, aujourd'hui, nous, on en accompagne des jeunes qui veulent racheter un établissement aujourd'hui. Enfin, avant de demander 15% d'apport par rapport à la SON, aujourd'hui, si tu n'as pas entre 30 et 40% de l'apport personnel, même pas en rêve, ils te prêtent. Et encore 30% d'apport si tu as 5 ou 6 ans de maison derrière et un bagage soigné et propre et ainsi de suite. Donc c'est devenu... alors ça a un côté bien parce que ça épure un petit peu, hein, ça évite que n'importe qui ouvre un restaurant alors qu'il n'y connaît rien. Mais en même temps, ça facilite pas les choses quand même pour les jeunes de se lancer. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, mais il faut s'accrocher. Après, c'est pas infaisable, il faut juste s'accrocher un peu plus qu'avant. Sarika, c'est des choses qui te... Effraie, c'est peut-être un grand mot, mais comment tu vois ça? Et je t'ai un peu interrompu parce que tu disais oui, les Hauts-de-France, mais ça veut dire que c'est très résolu dans ta tête, qu'il y a déjà des choses un peu établies? Non. Je réfléchis pas mal, mais je sais très bien que si à terme, dans quelques années, j'ouvre quelque chose, ce sera dans les Hauts-de-France. Je sais que j'irai pas à Paris, que j'irai pas ailleurs, parce que je suis quand même très attachée à mon terroir. On peut faire de très belles choses ici, on a de très beaux produits, on a de très beaux producteurs. Donc c'est une question qui ne se pose pas pour moi en tout cas. Et cette difficulté, enfin cette complexité qu'il y a à trouver les financements, etc. Et évidemment, c'est peut-être plus facile quand on est médiatique comme toi, mais en fait pas forcément. Je pense que oui, c'est plus facile. Enfin, on va pas se le cacher. Des candidats de Top Chef qui ouvrent un restaurant un an après, il y en a une panoplie. Enfin. Au-delà de ça, faut pas oublier que moi j'ai un master en marketing et en entrepreneuriat. Donc ouvrir ma boîte, ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire depuis que je me suis lancée dans mes études. Maintenant, si je peux allier du coup les études que j'ai fait avant la cuisine à ma passion, alors là, normalement, ça devrait être pas mal, quoi. C'est ça la clé finalement, et c'est peut-être ça le message qu'on peut dire sur ce que serait l'avenir de la restauration, c'est qu'il faut être un chef, il faut être un humain et il faut être un entrepreneur, les trois à la fois. C'est un propriétaire d'un établissement ne peut pas juste être cuisinier. C'est impossible, dans tous les sens du terme, que ce soit pour la banque, mais aussi pour tes équipes, tu as plutôt intérêt à pas être juste un cuisinier ou juste un serveur. T'es un homme, un chef d'entreprise, un manager, un ami, un papa. Enfin, moi, il m'appelle. On a des groupes Facebook, il nous appelle. Dimanche, ils m'ont tous souhaité bonne fête, papa. Non mais sans déconner, quoi. Voilà. Et ça, c'est une récompense pour nous, tant mieux. C'est qu'on fait bien le truc, et tant mieux. Et c'est important, je pense qu'on fasse ça, quoi. C'est super important. Bah merci à tous d'être venus. Louis, je te propose qu'on se retrouve pour la même table ronde quand tu auras ton apprenti et tu nous diras comment ça s'est passé. Je voudrais que vous applaudissiez, s'il vous plaît, très chaleureusement, Sarika Sor, Nicolas Gauthier, Thomas Deligne et Louis Barbier. Merci à tous les quatre d'être venus
discuter avec nous. Merci infiniment. On fait une petite pause d'une dizaine de minutes et après on parle de cet objet de science-fiction qui est au bout là-bas de four, Unox. À tout de suite.